cabinet Mercier et Associés, un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. À l'intérieur, une seule phrase a tout fait basculer, concernant la succession de Victor Delacroix, héritage estimé à 115 millions d'euros. J'ai failli m'étouffer. Je ne connaissais aucun Victor Delacroix. Je m'appelle Thomas Rousseau. J'ai 35 ans et, jusqu'à il y a 18 mois, je pensais avoir tout compris à la vie. J'étais vétérinaire à Annecy, en Haute-Savoie, marié à mon amour de fac, Sophie, et meilleur ami avec un type nommé Julien depuis la classe de 5e. Puis je les ai surpris ensemble dans mon propre lit, dans ma propre maison, un jeudi après-midi où j'étais rentré plus tôt pour surprendre ma femme avec le déjeuner. Le divorce a tout emporté. La vieille ferme rénovée que j'avais passé 5 ans à retaper de mes propres mains, le cabinet vétérinaire que j'avais bâti à partir de rien. Même mes 2 Golden Retrievers. Elle a tout eu. Et Julien, lui, a eu ma femme. Ils se sont mariés 2 mois après que l'encre de nos papiers de divorce ait séché. Alors, quand cette lettre est arrivée, prétendant qu'un inconnu m'avait légué plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies, j'ai cru à une arnaque. Ça devait en être une. Les types comme moi n'héritent pas de millions d'oncles qu'ils n'ont jamais rencontrés. Mais le numéro de téléphone sur l'entête était réel. Le cabinet d'avocats, situé dans le 8e arrondissement de Paris, était réel. Et ce que j'allais apprendre allait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur ma famille. La secrétaire qui a répondu avait ce genre de voix qui vous oblige à vous tenir droit, même si elle ne peut pas vous voir. Maître Mercier attend votre appel, Monsieur Rousseau. Pouvez-vous venir à nos bureaux à Paris demain? J'ai regardé autour de mon appartement, un matelas au sol, une table pliante en guise de bureau, des cartons que je n'avais toujours pas déballés parce que les déballer signifiait admettre que cette situation était permanente. Est-ce réel, lui ai-je demandé. Très réel, Monsieur Rousseau, et très urgent. Maître Mercier insiste pour traiter cela en personne. 24 heures plus tard, j'étais assis en face d'un avocat aux cheveux argentés qui avait l'air de n'avoir jamais mangé de nouilles instantanées de sa vie, et il glissait une photographie sur son bureau en acajou. C'était un homme qui ressemblait trait pour trait à ma mère, debout à côté d'un jeune garçon lors de ce qui semblait être un anniversaire. Le garçon, c'était moi. J'avais 5 ans sur cette photo. Monsieur Rousseau, dit l'avocat, cet homme est Victor Delacroix, anciennement Victor Martin. C'était le frère aîné de votre mère, Françoise, et il a veillé sur vous toute votre vie. La vie à 35 ans n'était pas censée ressembler à ça. Il y a tout juste 18 mois, j'étais le docteur Thomas Rousseau, dirigeant une clinique vétérinaire prospère à Annecy. J'avais le rêve français à portée de main, une belle maison savoyarde avec vue sur les montagnes, 2 chiens nommés Max et Oscar qui me suivaient partout, et ce que je croyais être un mariage aimant avec Sophie. Mes parents, Jean et Françoise Rousseau, m'avaient élevé avec des valeurs simples dans ce même village alpin. Papa avait travaillé à la fromagerie locale pendant 40 ans, rentrant chaque soir fatigué mais sans jamais se plaindre. Maman était bibliothécaire à l'école primaire et connaissait le nom de chaque enfant et leur livre préféré. Ils m'ont appris que le travail acharné et la loyauté signifiaient tout. Ta parole est ton honneur, Thomas, disait papa pendant qu'on réparait les clôtures le week-end. Et les gens que tu choisis pour t'accompagner définissent qui tu es. C'est pourquoi je n'ai jamais vu la trahison venir. Ni de Julien, ni de Sophie. L'amitié avec Julien remontait au collège. Il était le nouveau venu du sud de la France, et tout le monde le traitait comme un étranger. J'ai partagé mon goûter avec lui ce premier jour, et nous sommes devenus inséparables. Nous avons joué au rugby ensemble au lycée, lui comme demi d'ouverture, moi comme son ailier préféré. Nous avons fait des doubles rendez-vous pour le bal de fin d'année. J'étais son témoin quand il a épousé Claire, bien que ce mariage n'ait duré que 2 ans. Il était mon témoin quand j'ai épousé Sophie. Nous avons lancé nos entreprises la même année, faisant le pacte de réussir ensemble. Pendant que j'ouvrais ma clinique vétérinaire dans le centre-ville, il a lancé son cabinet d'expertise comptable juste à côté. Nous avons même percé un trou dans le mur entre nos bureaux pour partager la salle de pause. Tous les mardis, nous déjeunions à la brasserie du lac. Même table, même serveur, même commande, plat du jour pour lui, steak tartare pour moi. Nos familles faisaient des barbecues le dimanche en été. Sa nouvelle petite amie du mois venait, et Sophie levait les yeux au ciel en voyant à quel point elles étaient de plus en plus jeunes. Sophie et moi étions ensemble depuis la 3e année de licence à Lyon. Elle étudiait le marketing pendant que j'étais en prépa veto. Elle était belle d'une façon naturelle, pas besoin de maquillage, elle pouvait porter un jean et un t-shirt et faire tourner les têtes.
Elle m'a soutenu pendant l'école vétérinaire, travaillant de job pour que je puisse me concentrer sur mes études. Quand j'ai obtenu mon diplôme, elle a pleuré plus fort que ma mère. On l'a fait, mon chéri, a-t-elle dit. On l'a vraiment fait. La clinique était notre rêve commun. Elle a conçu le logo, géré nos réseaux sociaux, charmé les clients difficiles. Elle avait cette façon de se souvenir du nom de chaque animal, de leur manie, de leurs friandises préférées. Les gens amenaient leurs animaux juste pour discuter avec elle. Je faisais les chirurgies, administrais les traitements, mais Sophie était le cœur de cet endroit. Puis vint ce jeudi de mars. C'était le premier jour chaud après un hiver brutal. J'avais effectué 3 chirurgies ce matin-là et décidé de prendre des pizzas à emporter chez Luigi, le restaurant préféré de Sophie, pour la surprendre à la maison. Sa voiture était dans l'allée. Le 4x4 de Julien aussi. Je me suis dit qu'il était passé déposer quelque chose. Il s'occupait de nos impôts, apportait toujours de la paperasse à la maison. Je suis entré par le garage comme toujours, tenant les cartons de pizza, en appelant « Chérie, j'ai apporté le déjeuner ». La maison était silencieuse. Max et Oscar étaient dans le jardin, gémissant à la porte. Ça aurait dû être mon premier indice. Ils n'étaient jamais enfermés dehors quand Sophie était là. Je les ai trouvés dans notre chambre, dans notre lit. Le lit où nous parlions d'avoir des enfants un jour. La confrontation fut laide. Julien a essayé d'expliquer, enfilant maladroitement son jean. Sophie a juste pleuré. Pas parce qu'elle était désolée, j'ai réalisé plus tard, mais parce qu'elle avait été prise. Depuis combien de temps, est tout ce que j'ai demandé. 6 mois, a dit Sophie doucement. 6 mois. 26 déjeuners du mardi où Julien s'était assis en face de moi, mangeant son plat du jour et m'écoutant parler de mon mariage, de mes projets d'avenir. 26 dimanches de barbecue où ils avaient trouvé des moments seuls pendant que je faisais griller les côtes de bœuf, jouant l'hôte parfait. Le divorce fut brutal. En France, le divorce pour faute existe, mais l'avocat de Sophie a réussi à me peindre comme un mari absent, marié à son travail. Elle a eu la maison que j'avais rénovée, chaque parquet que j'avais poncé, chaque carrelage que j'avais posé. Elle a eu la moitié de l'entreprise que j'avais bâtie de rien. Elle a même obtenu la garde de Max et Oscar, prétendant que je travaillais trop d'heures pour m'occuper d'eux correctement. Julien a eu ma femme. Ils se sont mariés 2 mois après la finalisation de notre divorce, à la mairie même où Sophie et moi avions échangé nos vœux. Je l'ai appris par ma sœur Chloé qui a vu l'annonce dans le journal local. Ils ont gardé son cabinet comptable et mon ancienne clinique vétérinaire juste à côté l'un de l'autre, le trou dans le mur entre eux comme une blessure qui ne voulait pas se fermer. La lettre du cabinet Mercier est arrivée un mardi, exactement 18 mois après que mon monde se soit effondré. Mes mains tremblaient en la lisant 3 fois, puis une 4e. Victor Delacroix. Ce nom ne signifiait absolument rien pour moi. Pas un souvenir lointain, pas une histoire de famille racontée à Noël. Rien. J'ai appelé le numéro sur l'en-tête, m'attendant à tomber sur une plateforme d'appel à l'étranger. Au lieu de cela, une secrétaire à la voix nette et professionnelle a répondu dès la première sonnerie. Cabinet Mercier et Associés, département succession. Comment puis-je diriger votre appel? C'est Thomas Rousseau. J'ai reçu une lettre concernant un héritage d'un certain Victor Delacroix. Oh, monsieur Rousseau. Maître Mercier attendait votre appel. Pouvez-vous venir à nos bureaux à Paris demain? Il est urgent que nous traitions cette affaire en personne. Paris, c'est à 5 heures de route. On ne peut pas régler ça par téléphone? Maître Mercier insiste pour que cela soit traité en face à face. Tous vos frais seront couverts. Et je vous assure, monsieur Rousseau, vous voudrez faire ce voyage. Puis-je vous programmer pour 14 heures demain? J'ai regardé autour de mon appartement pathétique, mon uniforme d'agent de sécurité accroché au dos de la porte. Je dois travailler. Monsieur Rousseau, je ne pense pas que vous compreniez. Une fois que vous aurez rencontré Maître Mercier, le travail ne sera plus une préoccupation. J'ai posé un jour de congé maladie, mon premier en 8 mois. Mon superviseur a grommelé, mais a approuvé. Ma vieille Peugeot 206 a tremblé jusqu'à Paris, brûlant de l'huile tout le long du chemin. Le voyant moteur, allumé depuis 3 mois, brillait comme un phare de mes échecs. Je me suis arrêté 2 fois pour ajouter du liquide de refroidissement, priant pour que le radiateur tienne juste un peu plus longtemps. Le cabinet d'avocat occupait tout le dernier étage d'un immeuble haussmannien près des Champs-Élysées. L'ascenseur à lui seul était plus beau que mon appartement.
Quand les portes se sont ouvertes, je suis entré dans un monde de parquets en chêne, de fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en un mois, et d'œuvres d'art originales dignes d'un musée. Théodore Mercier ressemblait à l'incarnation de la richesse. Cheveux argentés parfaitement coiffés, un costume sur mesure, des boutons de manchette qui captaient la lumière. Il s'est levé quand je suis entré, tendant une main manucurée qui n'avait jamais changé d'huile ni aidé une vache à mettre bas. « Thomas, merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir quelque chose? Oh, café, quelque chose de plus fort? Juste des réponses, dis-je en m'enfonçant dans un fauteuil confortable comme un nuage. Il sortit un dossier épais, le manipulant comme s'il contenait des secrets d'État. Ce que je vais vous dire va sembler impossible, mais chaque mot est vrai. Victor Delacroix était le frère aîné de votre mère. Il a quitté la maison quand il avait 18 ans. C'était en 1967. Votre mère, Françoise, n'avait que 10 ans à l'époque. Ma mère n'a jamais mentionné de frère nommé Victor. Elle a dit qu'elle était fille unique. C'est ce que vos grands-parents voulaient que tout le monde croie. Mercier sortit une vieille photographie en noir et blanc, au bord jauni. C'est Victor Martin à 17 ans avec votre mère quand elle en avait 9. J'ai fixé la photo. La ressemblance était indéniable. Le même nez, les mêmes yeux gentils, la même façon d'incliner la tête en souriant. C'était le frère de ma mère. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de lui? Pourquoi mes grands-parents cacheraient-ils une personne entière? Mercier soupira, choisissant ses mots avec soin. Victor était gai, monsieur Rousseau. En 1967, dans la France rurale profonde. Dans le monde de vos grands-parents, ce n'était pas seulement inacceptable, c'était impensable. Vos grands-parents, Marcel et Yvette, lui ont donné un ultimatum, suivre une thérapie de conversion, épouser une femme, vivre un mensonge, ou partir et ne jamais revenir. Mon esprit vacillait. Papy Marcel, qui m'avait appris à pêcher la truite, qui me portait sur ses épaules à la fête du village, avait exilé son propre fils. Mamie Yvette, qui tricotait des pulls pour chaque petit enfant, qui ne manquait jamais un anniversaire, avait effacé son premier-né de l'existence. Victor a choisi de partir. Il a déménagé à Paris, a changé son nom de famille de Martin à Delacroix, et a bâti une fortune dans l'immobilier. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, mais il n'a jamais oublié sa petite sœur, Françoise. Mercier sortit d'autres documents, les étalant sur son bureau comme des preuves dans un procès. Il a engagé des détectives pour garder un œil sur votre famille. Une surveillance discrète, rien d'invasif. Il a su quand vous êtes né, quand vous avez obtenu votre diplôme de l'école vétérinaire de Lyon, quand vous avez épousé Sophie. Il savait aussi pour votre divorce et ce que Julien et Sophie vous ont fait. Il nous observait tout ce temps? Veiller sur vous serait plus exact. Il a assisté à votre remise de diplôme. Assis au dernier rang. Il était à votre mariage, sur le parking. Il connaissait chaque étape, chaque triomphe, chaque chagrin. Pourquoi ne nous a-t-il jamais contactés? Pourquoi n'a-t-il pas simplement décroché le téléphone? Fierté, peur, honte. Peut-être les trois. On lui avait dit qu'il était mort pour sa famille. Après des décennies, cela devient une vérité, même quand ça ne l'est pas. Mercier glissa une tablette sur le bureau en acajou avec le soin de quelqu'un manipulant du cristal précieux. Avant de procéder à l'héritage, Victor voulait que vous regardiez ceci. Il l'a enregistré 2 semaines avant son décès en novembre. L'écran s'alluma. L'homme dans la vidéo était frêle, soutenu dans ce qui ressemblait à un lit d'hôpital haut de gamme, relié à des tubes d'oxygène, mais ses yeux étaient vifs et incroyablement gentils. Il ressemblait à une version âgée de ma mère. Les mêmes traits doux, la même façon de presser ses lèvres ensemble lorsqu'il réfléchissait. Bonjour, Thomas. Je suis ton oncle Victor, bien que je suppose que cela te semble étrange à entendre. Sa voix était plus faible que je ne l'imaginais, mais portait une chaleur qui traversait l'écran. Je t'ai observé de loin toute ta vie. Chaque bulletin scolaire, chaque match de rugby, chaque moment qui comptait. J'étais là au dernier rang quand tu as été diplômé vétérinaire. Tu portais une cravate bleue qui n'arrêtait pas de se défaire. Ta mère l'a remise en place 3 fois avant la cérémonie. Ma gorge se serra. Je me souvenais de cette cravate, je me souvenais d'avoir été agacé qu'elle ne reste pas droite. J'ai mangé à la brasserie du lac tous les mardis pendant un mois, juste pour te voir rire avec ce traître de Julien. Tu commandais toujours le steak tartare,
et tu lui volais ses frites quand il ne regardait pas. Tu semblais si heureux alors. Tu n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Il fit une pause pour reprendre son souffle, la machine à oxygène bourdonnant en arrière-plan. Je sais ce que c'est de tout perdre à cause de ce que tu es, ou dans ton cas, parce que tu as trop fait confiance. Tes grands-parents m'ont jeté comme une ordure parce que je ne pouvais pas aimer comme ils l'exigeaient. Mais à partir de ces ordures, Thomas, j'ai bâti un empire. Pas par rancune, bien qu'il y en ait eu beaucoup au début, mais par nécessité. Quand tu n'as rien, tu apprends à tout créer. Victor s'ajusta dans le lit, grimaçant légèrement. L'argent est à toi. Les 115 millions d'euros. Mais Thomas, l'argent n'est pas le vrai cadeau que je te laisse. Le vrai cadeau est ce que j'ai appris trop tard, que la vengeance ne vaut pas l'énergie qu'elle consomme, mais le succès, le vrai succès, est la meilleure réponse à la trahison. Il tint une photographie devant la caméra. C'était moi le jour de l'ouverture de ma clinique, coupant le ruban avec ses ciseaux géants, Sophie à mes côtés, Julien applaudissant dans la foule. Tu as construit quelque chose de beau une fois. Ils te l'ont pris, mais ils ne pouvaient pas prendre ton talent, ta compassion, ta capacité à guérir. Ces choses sont à toi pour toujours. L'argent que je te laisse n'est qu'un outil. Ce que tu construiras avec, c'est ça le véritable héritage. La vidéo continuait. Victor parlait de ma mère, comment il avait secrètement assisté à son mariage, se tenant de l'autre côté de la rue face à l'église, pleurant derrière des lunettes de soleil. Il a parlé de la première fois qu'il m'a vu, une photo qu'un détective avait prise quand j'avais 3 jours. J'ai engagé des enquêteurs non pas pour espionner, mais pour faire partie de votre vie de la seule manière que je pouvais. Chaque rapport, chaque photo, chaque information était une bouée de sauvetage vers la famille que j'avais perdue, ou cru avoir perdue. Ta mère n'a jamais su que je regardais. Je me demande maintenant si j'aurais dû être assez courageux pour l'appeler, pour tester si son amour était plus fort que les préjugés de nos parents. Il toussa, prit un moment pour boire de l'eau à la paille. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes, Thomas. J'ai aussi acheté autre chose pour toi. Vérifie l'addenda au testament. Théodore t'expliquera tout. La vidéo en avait plus, mais Mercier l'a mise en pause et me tendit un autre document. Mes yeux parcoururent le jargon juridique jusqu'à ce que je trouve la liste des propriétés. Puis j'ai dû relire car ça ne pouvait pas être vrai. Il a acheté votre ancienne clinique vétérinaire. J'ai eu le souffle coupé. Il y a 6 mois, via une société écran appelée Montagne Holdings SAS. Les vendeurs n'ont jamais su qui était le véritable acheteur. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi acheté le cabinet comptable de Julien. Tout l'immeuble. En fait, il l'a acheté au propriétaire précédent qui prenait sa retraite sur la Côte d'Azur. Je continuais à lire. Ça dit qu'il a aussi acheté mon ancienne maison. Celle que Sophie a eue dans le divorce. Oui. Achetée il y a 4 mois quand elle et Julien ont pris du retard sur le crédit. Ils louent à la société de Victor sans le savoir. Ils pensent que leur propriétaire est une agence de gestion immobilière à Lyon. Mon esprit parcourait les implications. Donc, je possède l'immeuble où ils travaillent et la maison où ils vivent à partir du moment où je signe ces papiers. Oui. Leurs baux commerciaux expirent dans 30 jours. Le bail d'habitation a une clause de renouvellement. Vous pouvez choisir de renouveler, d'augmenter le loyer au prix du marché, ou de refuser de prolonger les baux. C'est entièrement votre décision. Je fixais les documents. Un pouvoir total sur les 2 personnes qui m'avaient détruit, remis par un oncle que je n'avais jamais rencontré. Pourquoi Victor ferait-il cela? Continuez à regarder, dit Mercier, relançant la vidéo. Le visage de Victor réapparut à l'écran. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Une acuité qui n'était pas là avant. Thomas, j'ai arrangé quelque chose de spécial. Dans 30 jours, les contrats de location expirent. Le nouveau propriétaire peut choisir de renouveler ou non. Mais avant que tu prennes une décision sur la vengeance, je veux que tu rencontres quelqu'un de très important pour moi. Mercier appuya sur le bouton de l'interphone sur son bureau. Faites entrer Madame Valérie. La porte s'ouvrit et une femme dans la soixantaine entra, élégante malgré sa marche avec une canne en bois sculptée. Elle avait des cheveux argentés tirés en un chignon parfait et des yeux bienveillants qui semblaient voir à travers moi. Elle se déplaçait prudemment, mais avec dignité, comme quelqu'un qui avait appris à porter la douleur sans la laisser paraître. Thomas, je suis Valérie Dumont. J'étais la meilleure amie de Victor pendant 40 ans,
sa famille choisit quand sa famille de sang lui a été enlevée. Elle s'installa dans le fauteuil à côté de moi, plaçant sa canne contre la coudoir. Victor voulait que je te dise quelque chose qu'il ne pouvait pas mettre dans la vidéo, quelque chose qu'il a découvert il y a 3 ans. Elle sortit son propre dossier, usé comme si elle l'avait transporté sur des kilomètres. Il y a 3 ans, Victor assistait à une conférence bancaire à Bruxelles. Promoteurs immobiliers, comptables, investisseurs, tous réunis pour discuter des tendances du marché. Il était au bar de l'hôtel quand il a entendu un rire familier. Un rire cruel. C'était Julien. Mon estomac se glaça. Julien était ivre, entouré d'autres comptables, tenant la cour comme s'il possédait les lieux. Victor s'est assis assez près pour tout entendre. Julien se vantait de sa plus grande réussite. Tu veux savoir ce que c'était? Je ne pouvais pas parler, j'ai juste hoché la tête. Il a dit, et je cite l'enregistrement du détective, je tape dans la caisse de mes clients depuis 5 ans. Ils sont tous trop bêtes pour le remarquer. J'ai commencé par de petites sommes, juste pour tester. Maintenant, je tire 15, 20 000 euros par mois. Le meilleur, c'est ma couverture. J'ai la couverture parfaite en travaillant à côté de ce vétérinaire moralisateur. Tout le monde pense que je suis le responsable, le comptable de confiance à côté du docteur pour animaux au cœur tendre. Mes mains se serrèrent en poing. Il volait avant la liaison. La liaison n'a jamais été une question d'amour. Thomas, Victor a demandé à ses enquêteurs de creuser plus profond après cette nuit-là. Julien planifiait cela depuis des années. Il a poursuivi Sophie spécifiquement pour te blesser. Il y a des emails, des SMS à son copain de fac datant de 3 ans avant le début de l'affaire. Il écrivait « Je me rapproche de la femme. Elle gobe chaque mot. Quand ce sera fini, j'aurai son cabinet, sa femme et sa vie. » Valérie sortit une clé USB, petite et noire, banale sauf pour ce qu'elle contenait. Chaque preuve est là-dessus. Dossier de détournement de fonds, documents fiscaux falsifiés, transferts frauduleux. Il a volé plus de 800 000 euros à 17 clients différents, principalement des personnes âgées qui lui confiaient leurs économies de retraite. Madame Pire, demandai-je, me souvenant de la douce vieille dame qui apportait toujours des biscuits à nos bureaux. Elle a perdu 40 000 euros. Elle ne le sait pas encore. Monsieur Tanaka non plus, qui a perdu 60 000 euros du fonds universitaire de sa fille, ou les époux Durand, qui ont perdu toutes leurs économies pour les soins de leur fils handicapé. Mercier intervint, la brigade financière a déjà un dossier ouvert. Ils enquêtent sur la base de dénonciations anonymes, mais ils ont besoin de preuves concrètes pour avancer. Cette clé USB contient tout ce dont ils ont besoin. Je fixai le petit appareil qui pouvait détruire Julien complètement. Et Sophie? Était-elle impliquée? L'expression de Valérie s'adoucit légèrement. Aucune preuve qu'elle savait pour le détournement de fonds, mais elle savait que la liaison était calculée. Il y a des SMS où elle le dit à sa sœur. Julien dit, si on joue bien le coup, on aura tout au divorce. Il sait exactement sur quel bouton appuyer avec Thomas. La vidéo reprit. Victor parlait à nouveau. Son message final. Thomas, tu as 3 choix. Tu peux livrer Julien à la police et laisser la justice suivre son cours. Tu peux utiliser ta propriété de leur lieu de vie et de travail pour rendre leur vie misérable. Une mort à petit feu. Ou tu peux t'en aller, la tête haute, sachant que tu as déjà gagné. Tu as tout ce qu'il voulait. La richesse, le pouvoir, la liberté. Il se pencha légèrement en avant, autant que son corps frêle le permettait. J'ai passé 40 ans à me concentrer sur la vengeance contre ceux qui m'ont blessé. J'ai acheté ma maison d'enfance et l'ai transformée en monument juste pour que mes parents soient obligés de passer devant et de voir mon nom sur la plaque. J'ai acheté l'église qui m'avait rejeté et je l'ai donnée à une association pour jeunes LGBTQ. Ces victoires faisaient du bien sur le moment, mais elles me gardaient enchaîné à des gens qui ne méritaient pas mon énergie. Ne fais pas mon erreur, Thomas. Quelle que soit ta décision, prends-la rapidement et passe à autre chose. Construis quelque chose de magnifique, pas contre eux, mais pour honorer toi-même et l'avenir que tu mérites. La vidéo se termina. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain du trafic parisien 30 étages plus bas. Je suis resté assis dans ce bureau parisien pendant une autre heure, tenant la clé USB qui pouvait détruire Julien complètement. Valérie m'observait tranquillement pendant que Mercier organisait les papiers. Finalement, j'ai pris ma décision. Je dois passer un appel, dis-je.
Mercier poussa son téléphone vers moi. J'ai composé le numéro de la brigade financière et demandé la division de la délinquance en col blanc. 20 minutes plus tard, je parlais avec le capitaine Rivière, qui travaillait sur l'affaire depuis 18 mois. Nous attendions ces preuves, dit Rivière quand j'expliquais ce que j'avais. Pouvez-vous les apporter à nos bureaux aujourd'hui? Après la police, j'ai appelé mon frère Gabriel à Bordeaux. Fais tes valises, lui dis-je. Tu te souviens quand on était gamin et qu'on parlait de diriger un hôpital vétérinaire ensemble? Eh bien, je viens d'avoir le financement. Thomas, de quoi tu parles? Ça va? Je vais mieux que bien. On va construire le plus grand hôpital vétérinaire des Alpes. Service complet, urgence, spécialiste, tout. Et on va avoir un programme où un jour par semaine, tous les services seront gratuits pour les familles qui n'ont pas les moyens de soigner leurs animaux. 6 mois plus tard, je me tenais devant le grand hôpital vétérinaire du Mont-Blanc près d'Annecy. Le bâtiment était constitué de 3 étages de verre et de pierre avec des blocs chirurgicaux à la pointe de la technologie, des piscines de rééducation, et même un centre de confort de fin de vie où les familles pouvaient dire au revoir à leurs animaux en paix. Nous employions 12 vétérinaires, 20 assistants et une équipe administrative complète. Gabriel gérait le côté affaires pendant que je servais de directeur vétérinaire. Julien purgeait une peine de 5 à 7 ans à la prison de la santé pour détournement de fonds et fraude. La police a trouvé plus de victimes que même les enquêteurs de Victor n'avaient découvertes. 23 clients au total, plus de 1,2 million d'euros volés. Sophie a tout perdu dans la saisie des biens. La maison, les voitures, les bijoux que Julien avait achetés avec l'argent volé, tout a disparu. Elle est retournée vivre chez ses parents dans le Nord. Elle m'a contacté une fois, un message vocal en pleurs disant à quel point elle était désolée, qu'elle n'avait jamais su pour le détournement de fonds, comment Julien l'avait manipulée elle aussi. Je l'ai effacée sans répondre. Ma mère m'a enfin parlé de Victor après que je lui ai montré sa vidéo. Elle s'est assise à sa table de cuisine et a pleuré pendant 3 heures d'affilée, serrant une boîte de mouchoirs comme une bouée de sauvetage. J'avais 10 ans quand il est parti, dit-elle. Maman et papa m'ont dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Ils ont même organisé un service commémoratif. J'ai passé 57 ans à pleurer un frère qui était vivant tout ce temps. Nous avons pris l'avion pour Paris ensemble et avons dispersé une partie des cendres de Victor dans le quartier du Marais où il avait trouvé l'acceptation et construit sa vie. Le reste, nous l'avons dispersé dans sa propriété de campagne, qui était en cours de conversion en refuge pour les jeunes LGBTQ rejetés par leur famille. Mais la partie la plus étrange est survenue 3 semaines après l'ouverture de l'hôpital. Maman avait apporté de vieux albums de famille pour décorer mon nouveau bureau. Nous les parcourions quand j'ai trouvé une photo de mon 5e anniversaire. Là, en arrière-plan, à peine visible derrière un arbre, se trouvait un homme avec une casquette et des lunettes de soleil regardant depuis l'autre côté de la rue. « Maman, c'est qui ?» Elle plissa les yeux sur la photo, puis haleta, sa main volant à sa bouche. « Oh mon Dieu, c'est Victor. » Il était là. Nous avons passé les 6 heures suivantes à parcourir chaque photo de famille que nous pouvions trouver. Victor était dans 17 d'entre elles. Ma remise de diplôme du lycée, debout près de la sortie du gymnase. Le jour de mon acceptation à l'école Veto. Assis dans une voiture garée en face de notre maison. Mon mariage. Au tout dernier rang de l'église, la tête baissée comme s'il priait. Toujours en arrière-plan, veillant toujours sur moi. L'hôpital vétérinaire a une plaque en bronze dans le hall qui dit « À la mémoire de Victor Delacroix, 1949 à 2024 », qui nous a appris que l'amour veille de loin, que la justice arrive à temps, et que la meilleure vengeance est une vie bien vécue. Valérie est devenue comme une membre de la famille pour nous. Elle a déménagé près d'Annecy et fait du bénévolat lors des journées de clinique gratuite de l'hôpital. Au cours d'un dîner un soir, elle a dit quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. Victor a passé 60 ans à croire qu'il était seul parce que sa famille l'avait rejeté. Il n'a jamais réalisé qu'il aurait pu rentrer chez Françoise à tout moment. Elle l'aurait accueilli à bras ouverts. N'attends pas 60 ans pour réaliser que tu es déjà chez toi. Thomas, l'argent n'a pas réparé mon cœur brisé ni effacé la trahison de Julien, mais il m'a donné le pouvoir de choisir ma réponse. J'ai choisi de construire plutôt que de détruire, de guérir plutôt que de blesser. Et quelque part, je crois que l'oncle Victor regarde encore, enfin en paix, sachant que sa mort a réuni notre famille d'une manière que sa vie n'a jamais pu. Si vous avez trouvé cette histoire significative, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le succès est vraiment la meilleure des vengeances.
Commentez ci-dessous avec vos pensées sur les secondes chances et les secrets de famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes de rédemption et de justice.